Salut, aujourd'hui on vous parle depuis Nevers et c'est la première fois qu'on ose sortir l'appareil en extérieur depuis 2 jours à cause de la pluie. Maintenant ça se calme. Et chose super intéressante, aujourd'hui on va aller voir des piafs. Pendant que Benjamin est occupé à travailler et à assurer le succès logistique de cette aventure, Paul et moi allons interviewer des piafs au bord de Loire afin de recueillir leurs ressentis sur la chute de biodiversité. Nous traversons la Loire à sec. Il se nourrit de petites algues vertes comme celles que l'on voit ici. Il les cherche. Il n'est pas très futé. Il n'est pas très intelligent mais attachant. En face de moi, mais là de loin je suis pas très sûr de pouvoir les nommer. Where's my mind? Where's my mind? Where's my mind? C'est pas mal parce que cette petite introduction sur les sternes de la Loire nous permet de transitionner avec le thème du jour qui va être les enjeux de biodiversité et d'effondrement de la biodiversité. Ceci est un bousier. Voilà. Il est beau hein, mais il y a bien niqué tout. La biodiversité. On sait tous que c'est important, on sait qu'il faut la protéger et on sait qu'elle est menacée. Mais d'un autre côté, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est important et on ne sait même pas vraiment ce que c'est. Donc la biodiversité, la première chose qu'il faut comprendre dessus, c'est que c'est pas un concept unique. En fait, c'est un concept qui se définit par 3 piliers différents. Le premier de ces piliers, c'est la diversité génétique. La diversité génétique, c'est quoi? C'est au sein d'une même espèce, il y a des différences entre les individus dans le code génétique qui font que, par exemple, lorsqu'un imprévu va arriver, typiquement une épidémie, ou alors un aléa climatique, ou alors n'importe quel changement dans le milieu naturel, eh bien, certains de ces individus vont survivre mieux que d'autres. Et donc cette diversité génétique, c'est quelque chose qui est essentiel pour une espèce afin de faire en sorte qu'elle soit résiliente. Donc résiliente, ça veut dire que si jamais un imprévu arrive, eh bien l'espèce peut survivre quand même malgré tout. Donc ça c'est la diversité génétique. Donc le deuxième pilier de la biodiversité, ça va être la diversité des espèces au sein d'un écosystème. Et donc pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que il y a tout un tas de fonctions qui ont besoin d'être réalisées dans un écosystème, typiquement la photosynthèse, le fait que des espèces puissent manger les végétaux et que ces espèces sont ensuite mangées par d'autres prédateurs, ensuite d'autres prédateurs. Et donc, si une de ces espèces disparaît, eh bien l'équilibre de l'écosystème peut être bouleversé. Et donc, le fait d'avoir beaucoup d'espèces dans cet écosystème permet que si une des fonctions n'est plus assurée par l'une d'entre elles, eh bien ça va être une autre espèce qui va prendre le relais. Et au final, l'écosystème peut conserver son état d'équilibre. Et puis le troisième pilier, la diversité des écosystèmes, c'est tout simplement le fait qu'on a tout un tas d'écosystèmes qui ont tout un tas d'interactions différentes entre elles et au sein de celui-ci. Pourquoi on parle de au sein de celui-ci? En fait, un écosystème, c'est dans une zone géographique donnée. C'est-à-dire que tu prends ce qu'on appelle un biotope, en fait un espace donné où tu as tout un tas d'espèces qui vivent dedans, qui interagissent entre elles et qui interagissent avec d'autres écosystèmes. Donc en fait, les écosystèmes, s'ils ne sont pas variés, encore une fois, on a des problématiques entre ceux-ci. On va avoir potentiellement des écosystèmes qui viennent s'élargir. Après, de toute façon, c'est une conception humaine, hein, l'écosystème, on le pose à tel endroit, on étudie ce qui se passe dans cet écosystème-là. Hein. Mais si par exemple, à un endroit, on se retrouve avec tout un écosystème qui meurt, donc avec l'ensemble des espèces, avec leur diversité, etc., qui vient à mourir, on peut avoir du coup un autre écosystème à côté qui lui vient prendre la place de l'ancien, entre autres. Et donc moi je vais introduire une certaine notion avec, à partir de l'écosystème, je vais parler de chaîne trophique. Dans un écosystème, donc on a dit, les espèces interagissent entre elles. Elles interagissent, les espèces, ça peut être de la faune ou de la flore, hein, enfin tout un tas de choses, ça peut être des bactéries, c'est vraiment très très large. Et donc on a la notion de chaîne trophique, c'est-à-dire la chaîne des aliments, entre guillemets, de qui mange qui, si on peut dire ça comme ça.
Et donc forcément on va se retrouver soit avec des trucs linéaires du type machin mange machin qui mange machin qui mange machin qui mange machin, et puis à la fin on se rend compte que si par exemple le phytoplancton qui tombe à meurt, tout meurt au-dessus. Mais on peut avoir aussi des trucs un peu plus complexes. C'est toujours d'ailleurs plus intéressant d'avoir des trucs complexes parce que ça évite que tout meure d'un coup. Et ça permet aussi de parler donc de résilience de ces écosystèmes. Parce que en fait aujourd'hui l'écosystème c'est quand même difficile à étudier parce que chaque écosystème est différent, les interactions entre toutes les espèces sont aussi différentes. Et donc ça ne veut pas dire aujourd'hui quand on dit oui, effondrement, etc. que dès que tu enlèves une espèce ou qu'une espèce est fortement, par exemple pêchée, on parle de surpêche, que tout va mourir. Alors il va y avoir une perte de diversité génétique, une perte de diversité des espèces, et voilà. Mais ça ne veut pas dire que tout va mourir, parce que voilà, il y a quand même une certaine résilience et toutes les interactions qui vont se poser. Donc déjà ça c'est une première chose. Et donc là, pour revenir un peu à la chaîne trophique, l'homme a une alimentation très carnée aujourd'hui. Et ce qui fait que on est très en haut de la chaîne trophique. En fait, tous les animaux que l'on mange, ils sont souvent, d'ailleurs de manière générale, les animaux sont en haut de la chaîne trophique. En dessous, on peut avoir des végétaux et puis ensuite du phytoplancton, du zooplancton. Mais le fait est que lorsque l'on est haut dans la chaîne trophique, on a beaucoup plus d'impact, puisque du coup, en fait, on vient prendre un animal qui a déjà entre guillemets absorbé tout ce qu'il y avait en dessous. On prend l'exemple qui marche bien avec le carbone. Si on mange du bétail, donc du bœuf par exemple, celui-ci a mangé tout un tas de choses en dessous, entre guillemets, de lui. Du coup, par exemple des végétaux qui ont ensuite même nécessité de certains nutriments pour grandir, etc., etc. Et donc tout le carbone stocké, en fait, il vient à chaque fois se multiplier quand on monte un étage de la chaîne trophique. Et cette biodiversité, les 3 piliers de cette biodiversité même, aujourd'hui, en France et dans le monde, sont gravement menacés. C'est-à-dire que si on parle uniquement de la biodiversité génétique, on se rend compte qu'à travers la sélection des espèces, dans l'agriculture par exemple, là où on avait des centaines de variétés, par exemple pour les pommes ou pour n'importe quel fruit ou légumes qu'on achète aujourd'hui, en ordre de grandeur, ça se chiffre en dizaines. Et donc voilà, on a grandement diminué la diversité de ces espèces, la diversité au sein de ces espèces, pour pouvoir augmenter les rendements au maximum et pour rendre ces espèces adaptées à des conditions très particulières. Mais ce qui fait que du coup on va avoir de graves problèmes en termes de résilience si jamais on se rend compte que une de nos variétés d'espèces est menacée. Sur le deuxième point, donc la diversité des espèces, là on constate que la situation est pas super jojo, puisque le rythme d'extinction actuel, d'après Le Réveilleur, qui est un vulgarisateur sur YouTube qui traite de sujets en lien avec l'environnement, l'énergie et les ressources, et que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, d'après lui, le rythme d'extinction actuel des espèces est 1000 fois plus important que ce qu'il devrait être sans nous, ce qui est quand même ultra grave en fait. Et sur le dernier point, sur la diversité des écosystèmes, là c'est valable en France et c'est valable aussi dans le monde, mais avec l'urbanisation croissante et avec le développement des activités humaines, de plus en plus d'espaces naturels sont accaparés pour en faire tout simplement soit des villes, soit des pistes de ski, soit n'importe quelle autre activité dont on a besoin, ou dont on pense avoir besoin en tout cas. Cette diminution de la biodiversité, c'est pas juste une diminution de la diversité, mais aussi une diminution quantitative, c'est-à-dire que dans la période récente, une quantité astronomique d'insectes, d'oiseaux, de vertébrés sont en train de disparaître à une vitesse vraiment inquiétante. Mais le truc c'est que j'ai plus les chiffres en tête, du coup je peux pas dire de chiffres. Donc voilà, les indicateurs sont au rouge pour la biodiversité en France et dans le monde. Mais si on voulait adopter un point de vue super cynique d'un joyeux luron qui n'en a rien à faire, on pourrait se dire, voilà, pourquoi est-ce que ça devrait m'inquiéter ? En fait, même si on n'a aucune éthique et aucune forme de morale et qu'on se fiche de la perte de biodiversité en tant que telle, il faut se rendre compte que sans biodiversité, on n'existe pas. C'est-à-dire que la biodiversité nous rend ce qu'on appelle des services écosystémiques, sans lesquels, tout simplement, la vie sur Terre serait impossible. Le premier d'entre eux, c'est que grâce à la biodiversité, nous pouvons respirer,
puisque c'est grâce à la biodiversité que nous devons d'avoir de l'oxygène dans l'air, grâce aux arbres, à n'importe quelle plante qui fait de la photosynthèse et au plancton dans les océans. Donc cette biodiversité stocke du carbone, énormément de carbone, et quand on coupe une forêt pour en faire de l'agriculture, et bien tout ce carbone on le relâche dans le ciel, ce qui accentue le réchauffement climatique. Donc la biodiversité est avant tout un allié dans la lutte contre le dérèglement climatique, et ça il faut surtout pas l'oublier. La biodiversité, c'est aussi quelque chose dont on a besoin pour nos activités économiques, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes dans le monde qui dépendent directement de la pêche. Il y a énormément de ressources qui dépendent directement de la biodiversité. Je pense au bois, que ce soit pour le chauffage ou pour la construction, à la laine pour faire des pulls, et toute l'agriculture finalement dépend de cette biodiversité, puisque sans insectes pour polliniser, sans insectes décomposeurs pour faire en sorte que la matière organique puisse retourner à l'état de minéraux et réalimenter les plantes derrière, eh bien on n'aurait pas d'agriculture possible. Et donc voilà, tout ça, là je n'en ai égrené qu'une petite partie finalement, mais sans tous ces services écosystémiques, eh bien il faut se rendre compte que l'humanité n'existe pas. Et donc la perte de biodiversité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement capital en fait. Voilà, on a vu que la biodiversité c'était un truc un peu complexe, on a vu aussi que c'était en diminution, et on a vu aussi que la biodiversité c'était vachement important. Mais du coup, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que cette biodiversité est en train de périr? Eh bien, là justement, ce qui est important à faire, c'est de se rendre compte que le changement climatique est loin d'être le seul facteur qui fait que la biodiversité est en train de se résoudre. C'est-à-dire que si demain on n'avait plus aucun problème climatique, eh bien la biodiversité serait quand même en train de se casser la gueule. Pourquoi? Parce que le premier facteur d'érosion de la biodiversité, c'est avant tout l'artificialisation des sols. C'est-à-dire prendre un espace naturel et le convertir en ville ou en route ou en ce qu'on veut. Ce qui fait que donc tout simplement on a des grands espaces sur lesquels les espèces ne peuvent plus s'alimenter, vivre tout simplement. Et en plus on sépare les espaces entre eux en faisant des routes, en faisant des trains, en faisant n'importe quoi qui sépare les espèces entre eux, qui font que les espèces ne peuvent plus, certaines espèces ne peuvent plus se déplacer d'un milieu à l'autre. Par exemple, on peut parler des grenouilles qui aimeraient bien aller dans une mare de l'autre côté de la route, et bien elles essaient de traverser et boum, blanc, elles sont écrasées par la voiture. Donc ça voilà, c'est le premier facteur d'érosion de la biodiversité. Le deuxième, c'est la surexploitation. C'est-à-dire que la biodiversité, quand on s'en sert pour faire de la biomasse ou pour faire de la pêche, eh bien c'est une ressource renouvelable. Sauf si on en prélève trop. Et aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire que à cause de la surpêche et du surprélèvement dans les forêts, eh bien la biodiversité n'a pas le temps en fait de reconstituer ses stocks et donc est en déclin à cause de ça. Ensuite, en troisième, on peut parler du réchauffement climatique qui rend d'une certaine zone complètement inhabitable parce qu'elle change les conditions de vie des espèces dans ces endroits-là et elles font que des espèces qui étaient adaptées à un certain climat ne vont plus l'être. Mais aussi, le climat qui change, c'est des interactions vraiment très complexes avec le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on va dérégler les rythmes biologiques. Par exemple, les bourgeons vont sortir plus tôt, ce qui fait que des espèces qui dépendaient d'une plante qui fleurit à une certaine époque ne vont pas pouvoir avoir les interactions qu'elles avaient avec elle. Et donc, ça va chambouler tout un tas d'interactions qui vont faire que l'écosystème va être dans un état qui va être grave en fait. Voilà. Et ensuite, on trouve deux autres facteurs. Le premier, c'est l'introduction d'éléments chimiques dans l'environnement. Donc, par exemple, tout ce qui va être de la pollution, que ce soit tout ce qu'on balance dans les rivières. Et on balance énormément de choses dans les rivières, que ce soit des microplastiques, des micropolluants, des déchets organiques qui vont consommer le dioxygène à l'intérieur et qui vont faire que les poissons ne vont plus avoir de dioxygène. Enfin, voilà, on rejette énormément de choses dans la nature qui vont perturber les écosystèmes. Des choses d'ailleurs qui sont très difficiles à traiter pour les écosystèmes, des choses qui vont s'entasser et qui vont poser des dégradations sur le très long terme. Et en dernier lieu, on peut parler de l'introduction d'espèces invasives. C'est-à-dire qu'on va prendre une espèce qui n'est pas adaptée à un milieu, on va la balancer dans ce milieu-là, et étant donné que par exemple elle n'a pas de prédateur à l'intérieur, eh bien elle va complètement bouleverser l'équilibre de la chaîne trophique et complètement dérégler la chaîne alimentaire, ce qui va faire que les rapports et les interactions vont être complètement chamboulés. Et donc voilà, en fait on voit que les facteurs d'érosion de la biodiversité ils sont très multiples et que le climat en fait c'est une toute petite partie de ça, même si ça reste extrêmement significatif. Quand on parle d'érosion de la biodiversité, souvent on se retrouve à se faire assez des chiffres dans la gueule. Par exemple, voilà, depuis tant d'années, tant de % d'insectes sont morts, tant de % d'oiseaux ont disparu,
X millions d'espèces sont menacées, mais en fait il faut se rendre compte que c'est des choses très concrètes, c'est-à-dire que la forêt en France est en train de mourir par exemple. Et en fait c'est quelque chose qu'on trouve dans un rapport de l'ONF, on trouve que environ... en fait la plupart des espèces communes qu'on trouve en France d'ici 50 ans pourraient avoir complètement disparu du territoire. Donc ça juste à cause du changement climatique pour le coup, même si tout à l'heure on disait que c'était pas le seul problème. Mais du coup, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que d'ici 50 ans, la forêt française aura complètement changé de visage. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, pour parler uniquement des effets de la sécheresse, par exemple, eh bien, le fait que le climat change, ça va faire changer le régime de pluie, et donc les arbres auront de plus en plus soif, puisque dans certaines zones, il va pleuvoir de moins en moins. Et ce qu'on aura vis-à-vis de ça, ça va être que les arbres auront des mécanismes d'adaptation qui vont les fragiliser. Et qui vont faire que si c'était une période transitoire ils pourraient s'en sortir, mais sur le très long terme eh bien, ça ne marchera pas et donc ils seront condamnés à disparaître. Et tout ça, ça fait que eh bien, pour préserver la forêt en France, on va être obligé de tenter des trucs. C'est-à-dire que les rythmes d'adaptation des espèces sont beaucoup trop lents en fait par rapport à la rapidité de dégradation des conditions dans lesquelles ils vivent. Et donc on va être obligé par exemple d'essayer d'introduire des espèces qui viennent d'ailleurs, donc plus au sud par exemple, pour essayer de maintenir des écosystèmes viables. Et donc voilà, on en est arrivé là. Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que la biodiversité c'est quelque chose de réellement capital. Du point de vue anthropocentré bien sûr, même si c'est un point de vue critiquable, ça reste vrai. Et que donc le fait est que pour la préserver, il ne faut pas s'attaquer uniquement au carbone. Et donc quand on dit qu'on doit faire une transition énergétique pour se passer d'énergie carbonée, mais tout en préservant le rythme de croissance, donc en augmentant la pression sur l'environnement, en extrayant plus de ressources, en émettant plus de polluants dans l'environnement, en étendant davantage les villes, eh bien en faisant ça, on ne règle absolument pas le problème de la biodiversité. Et donc à partir de ça, il faut se rendre compte que ces problématiques-là devraient vraiment être au cœur de nos décisions politiques et économiques, et que si on ne fait pas ça, on se condamne à vivre dans un désert. Et vivre dans un désert, en fait, ça veut dire ne pas vivre du tout, puisque sans biodiversité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne vit pas.